L'Assemblée nationale se réunit en session extraordinaire à l'instant. Elle examine la commission d'enquête parlementaire qui a blanchi Mamour Diallo. Le nombre de commissions devrait passer de 11 à 14 lors de la plénière prévue la semaine prochaine. Les étudiants orientés dans le privé montent au créneau. Ils dénoncent le mutisme du ministre de l'Enseignement supérieur, la société civile et les députés. Les étudiants se disent prêts à tout pour leur réintégration dans les écoles privées. Rentrée des classes 2019, certaines écoles sont dans un état de délabrement. À l'inspection d'académie de Pikine-Guédiawaye, le concept Ubitei Djangtei n'est pas effectif. 17 écoles sont sous les eaux. Un mort a été enregistré à la suite des pluies torrentielles enregistrées hier. La météo annonce qu'elles vont se poursuivre au moins jusqu'à mi-octobre. Sport, football, tournoi de l'UFOA, quart de finale Sénégal-Bénin. C'est à 20h au stade Lat Dior de Thiès, un match à suivre en direct sur la RFM. Nous serons avec Abdou Diouf pour la page des sports. La rubrique Quartier Vert avec Youssouf Bodian, le débrief avec Babacar Mbaye-Garaf. Nous ferons le point sur le plan Orsec. Bienvenue à toutes et à tous. Fama John. Bonsoir à toutes et à tous. Assemblée nationale, ouverture de la première session ordinaire cet après-midi. À l'instant donc, place après en début de semaine prochaine à la plénière à laquelle devrait apporter des changements sur le nombre de commissions qui va passer de 11 à 14. Il s'agit pour l'Assemblée nationale de s'adapter aux nouveaux défis de notre pays. Pabès Diba. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale va connaître quelques changements à la faveur de l'ouverture prochaine de sa plénière. Ainsi, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale va connaître quelques changements à la faveur de l'ouverture prochaine de sa plénière. Ainsi, les commissions qui étaient au nombre de 11 vont passer à 14. Des changements qui s'expliquent selon Abdoul Mbow, vice-président, par une volonté de s'adapter aux nouveaux défis. Le Sénégal va bientôt être un pays producteur de pétrole, de gaz. Cela, c'est de nouveaux défis et ça va changer structurellement l'économie de notre pays. C'est pourquoi au niveau de la commission de développement, on a jugé nécessaire d'avoir une nouvelle commission minière, par exemple, qui va s'occuper des ressources naturelles. Aujourd'hui, avec le défi aussi sur le plan climatique, on a aussi une commission qui va travailler sur le développement durable avec le changement climatique et autres. Au niveau de la commission des finances aussi, on a deux commissions. Une commission qui va exclusivement travailler au niveau des finances et une autre au niveau de l'économie et du plan, parce que vous savez aujourd'hui qu'il y a deux ministères différents. Donc, ce qui veut dire qu'on est en train de s'adapter par rapport à l'architecture de ce qui se fait dans ce pays et ce qui se fait globalement dans le monde actuel. Ce changement au niveau de la composition des commissions est le fruit d'un consensus entre majorité, opposition et non-alignés, même si certains non-alignés ont dit leur souhait de voir baisser le nombre de députés devant constituer un groupe parlementaire. La majorité se dit ouverte à la proposition. N'oubliez pas que ce changement, il n'y a pas longtemps, on l'a fait. On a dit le 10e. Bon, je pense que cela me paraît logique. Maintenant, ce n'est pas des changements figés. On peut continuer à échanger pour voir éventuellement ce qu'on va faire. L'autre changement attendu concerne le mode de votation de la loi de finances initiale. Fini la commission technique, la commission finances et la plénière. Désormais, il y aura une seule commission finances élargie. Celle-ci devrait donner aux députés beaucoup plus de temps pour étudier les budgets des ministères. RFM, la radio de toute l'actualité. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal a ouvert la porte à l'Union des routiers du Sénégal. Et c'est pour protéger les droits des transporteurs. Cependant, l'Union des routiers du Sénégal dénonce les mauvaises conditions de travail des transporteurs. Ces syndicalistes veulent avoir accès directement au fret. Compte rendu Oumkal Soumli. L'Union des routiers du Sénégal renonce à son autonomie pour rejoindre la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Ils veulent ensemble défendre le droit des chauffeurs de transport routier et l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Lamine Fall, secrétaire général adjoint de la CNTS. Un syndicaliste qui n'a fait que défendre de tout le temps les intérêts des travailleurs. Donc la CNTS vraiment l'accueille à bras ouverts, l'accueille
donc avec tous les honneurs et souhaitons aller avec lui dans tous les combats. Gora Khouma et ses camarades ont par ailleurs fustigé les mots des transporteurs. Ils demandent une couverture de la CNTS. Nous sommes fiers aujourd'hui pour regagner encore la CNTS. L'espoir va nourrir. En tout cas, nous le souhaitons. Nous demandons un appui. Syndicalement, je dis. Syndicalement, pour tous nos problèmes. Je dis que le secteur des transports, ceux qui n'ont pas le droit de le faire, c'est eux qui maintenant qui le font. Et l'État ne veut pas réagir. Sous peu de temps, nous allons perdre ce secteur. Les syndicalistes réclament l'accès direct au fret. Ils invitent l'État à réagir. Pour le transport de marchandises, il y a devant nous le règlement 14 qui nous pose d'énormes problèmes. Il y a ce qu'on réclame toujours, la lettre de voiture pour pouvoir tarifier la tonne kilométrique de la marchandise que nous transportons. Et l'État ne veut pas réagir. Avec toutes les difficultés qui secouent le Front social, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal et l'Union des routiers du Sénégal veulent, main dans la main, continuer à mener le combat pour l'intérêt des travailleurs. Oumou Kalsoumli, parlons éducation. Les étudiants orientés dans le privé très remontés contre le ministre de l'Enseignement supérieur, la société civile et les députés. Ils dénoncent leur mutisme concernant le problème qui a duré selon eux une éternité. Ces étudiants disent ne rien exclure pour leur réintégration dans les écoles privées. Ils étaient face à la presse, compte rendu Salimata Ao. Les étudiants du privé n'ont pas été tendres avec le ministre de l'Enseignement supérieur qu'ils accusent de vouloir les sacrifier. Abdoulaye Mbalo. Monsieur le ministre, en l'occurrence Cheikh Omar Anne, qu'allez-vous faire de l'avenir des étudiants orientés dans les privés qui renvoyés depuis quelques mois et qui sont sous votre responsabilité? Mais cela ne nous étonne guère, car une personne incapable de gérer une seule université, à savoir l'UCAD, ne saurait en piloter plusieurs. Ces apprenants ont aussi fustigé le mutisme de la société civile et des députés. Nous voudrions aussi dénoncer avec fermeté la complicité de certaines organisations de société civile, une complicité qui se manifeste par le silence sur un sujet aussi important. À nos 165 soi-disant députés qui jamais au plus grand n'ont tenté de s'acquérir des mots des étudiants du privé afin d'y apporter des solutions. Ils demandent au chef de l'État de réagir car c'est leur avenir qui est en jeu. Si les étudiants du privé espèrent, Monsieur le Président, que vous saurez prendre les bonnes décisions allant sans le sens de les faire regagner leur salle. Pour un jour satisfaire les besoins de leurs parents, avoir une femme comme votre cher fils et fonder une famille. Si rien n'est fait, nous sommes prêts à sacrifier nos vies pour sauver notre avenir. Pour ces étudiants, la décision de l'État de suspendre l'orientation des bacheliers dans le privé ne fait que confirmer leurs propos selon lesquels l'État veut saboter l'enseignement supérieur dans le privé. Rentrée des classes 2019, certaines écoles sont dans un état de délabrement. C'est le cas de l'école Adjawaradjen. Les élèves se désolent de la situation. Tout ce qu'ils veulent, c'est rejoindre les salles de classe. Ces élèves ainsi que les parents d'élèves demandent aux enseignants d'arrêter les grèves et de se soucier de l'avenir des enfants. Dans la banlieue, c'est une rentrée scolaire très timide qui a été constatée. Dans les établissements scolaires visités, le concept Ubitei Djangtei n'est pas effectif. La pluie d'hier en est la cause, selon les acteurs, à retenir que 17 établissements scolaires de l'inspection d'académie de Pikine-Guédiawaye sont jusqu'à cette date impactés par les inondations. Je vous propose d'écouter le secrétaire général de l'inspection d'académie de Pikine-Guédiawaye, Idrissa Gueye. Et si vous faites la différence, au moment du CRD du 26, on était à 49 écoles sous les eaux. Actuellement, on est à 10. Ça veut dire que 32 écoles ont été traitées et qui sont dans les conditions de recevoir les élèves aujourd'hui. Qui dit Ubitei Djangtei pensera automatiquement à l'administration de l'école, au corps professoral, mais aussi aux élèves. Et là, la mobilisation des élèves et du ressort des parents d'élèves. Ce sont les parents d'élèves qui doivent mobiliser les enfants pour qu'ils puissent venir à l'école le jour de l'ouverture des classes pour que les cours puissent démarrer le plus tôt possible. Si on parvient à démarrer plus tôt, on parvient à préserver le quantum horaire. On aura un temps de travail assez suffisant. Nous allons tout mettre en œuvre pour que ces élèves soient mobilisés à temps et que les cours démarrent dans de bonnes conditions. Éducation toujours, cette fois-ci à Kaffrine, seuls quelques élèves sont présents à l'école élémentaire Mohamed Natou Cissé. Pire, des tables bancs ont été dérobées dans la dite école selon le président de l'AP, Ousmane Gueye, qui demande aux populations de les rendre dans les plus brefs délais. Il est au micro d'Oumar Ndiaye.
L'école n'a pas de table-banc et certaines populations se permettent de dérober le peu qu'il y en a. C'est inadmissible. Ça ne se voit nulle part ailleurs au Sénégal. Nous demandons à ceux qui ont pris ces table-bancs de les rendre dans les plus brefs délais. Sinon, nous allons mettre en exécution les recommandations du sous-préfet. Nous ne voulons pas arriver là. Nous demandons aux populations de rendre les table-bancs le plus rapidement. Boycott de la rentrée scolaire par le G20, l'Union syndicale pour une éducation de qualité, l'appel au calme et à la concertation avec les autres syndicats représentatifs réunis autour du G7. Pour une année apaisée, l'USEC demande à l'État du Sénégal d'appliquer les accords. L'organisation syndicale soutient par ailleurs que le concept Ubitei Djangitei, pour son effectivité, toutes les conditions ne sont pas réunies. C'était un prélude à la célébration de la Journée mondiale des enseignants. Koumba Sandiane Faye. Déjà, le G20 boycotte la rentrée des classes. L'USEC l'appelle à la retenue. Mais l'organisation exhorte aussi l'État du Sénégal à faire le nécessaire pour une année apaisée. Abdourahmane Gueye est le secrétaire général de l'UDEN. Notre souci, c'est de préserver cette école. Boycotter journée. Mais yéen na ngeen def le sondage ngeen xool ñun duñu attaquer kenn duñu xas kenn duñu nañ kenn dañu jàpp ne ku nekk da nga war a am responsable bu mat gën a diisoo gën a jàppante. Nous invitons le gouvernement en respectant les points qui ont été consignés dans ce protocole d'accord. Et pour l'effectivité du concept Ubitei Djangitei, l'Union syndicale pour une éducation de qualité y adhère certes, mais pour sa matérialisation, il fallait des préalables. Amadou Diaoné est le coordonnateur national de l'USEC. On met à peu près un mois pour les cours, pour que les cours reprennent. Effectivement, ça c'est pas normal. C'est une perte de temps. Aujourd'hui, Ubitei Djangitei donc a été lancé par la société civile, approprié par l'État aujourd'hui, c'est très bien. Maintenant, il faut créer les conditions de son application. Et les conditions de son application, c'est que l'État veille à ce que les classes, les écoles puissent recevoir les élèves. Toutes ces conditions ne sont pas réunies et l'État n'a pas créé tout ce qu'il faut pour que ces conditions soient réunies. Parce que les classes sous abri provisoire, ces écoles-là ne peuvent pas ouvrir. L'USEC regroupant en son sein le SAES, le CELS, le SUDES, le CIPROS et l'UDEN célèbre ce 5 octobre la Journée mondiale des enseignants. Le thème retenu pour cette année, les jeunes enseignants, l'avenir de la profession. 18h passées de 13 minutes. Merci de choisir la RFM pour vous informer. RFM 94.0, la radio en puissance. Les pluies torrentielles enregistrées hier sur l'ensemble du territoire national vont se poursuivre au moins jusqu'à mi-octobre, selon les prévisions de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, qui relève 27 mm à Dakar-Yoff avec un vent pouvant atteindre 60 km/h. Mamadou Amar Ndione. Des pluies accompagnées de vent dans tout le pays, c'est une situation qui peut s'expliquer selon Pape Ngor Ndiaye, chef du service prévision et réduction des risques à l'ANACIM, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Les systèmes nuageux qui occasionnent de la pluie et des orages sont formés vers le Mali et au sud de la Mauritanie. Donc c'est ce système qui pratiquement a abordé le pays vers l'est, entre Matam et Bakel. On avait des vents très forts qui ont été notés sur le long du trajet de système nuageux. Au niveau des régions nord, c'est Louga qui a eu 12 mm de pluie. Linguère a enregistré 11 du trajet de système nuageux. Au niveau des régions nord, c'est Louga qui a eu 12 mm de pluie. Linguère a enregistré 11 mm. Vers le centre, on a Dakar-Yoff a eu 27 mm. À Kaolack, 20 mm de pluie ont été enregistrés. 16 à Fatick. Bambey a eu 15 mm, Diourbel 14 mm. Donc en gros, c'est une dizaine voire une vingtaine de millimètres qui ont été enregistrés vers les régions centres. Et un peu plus vers le sud-ouest, disons Bac vers Ziguinchor, 27 mm de pluie. Et Bakel, 27 mm de pluie. Donc c'est en gros l'ensemble du territoire qui a été arrosé, avec des vents qui ont par endroits atteint les 60 km/h. Le phénomène va se poursuivre d'après les prévisions de l'ANACIM. C'est une période faste qui continue pour déjà la première décade du mois d'octobre. Donc il y a d'autres pluies qui sont prévues sur une bonne partie du pays. Donc notre épisode du 7 au 9 pratiquement. En perspective en tout cas, c'est des pluies qui restent présentes sur une bonne partie du territoire sénégalais. Déjà, plusieurs dégâts ont été notés à Dakar et dans d'autres régions. RFM Sport.
Bonsoir Abdou Diouf Junior. Bonsoir Fama John. Football tournoi UFOA, le derby des Guinéens ne connaît pas encore de vainqueur. Pour l'instant, les deux Guinéens se partagent les points, 0 but partout. À la pause, les deux équipes ont repris le match il y a quelques 10 à 15 minutes, mais il n'y a toujours pas de but, nous apprendons. Je rappelle que le tournoi de l'UFOA se joue actuellement au stade Lat Dior de Thiès. Nous y reviendrons. Le tournoi toujours de l'UFOA, le Sénégal joue un match important contre le Bénin. Il s'agit du premier match de quart de finale de ce tournoi. Sénégal-Bénin prévu à 20h au stade Lat Dior de Thiès. Les Lions locaux font partie des favoris de ce tournoi, mais attention, il ne faut pas vendre la peau de l'écureuil avant de l'avoir attrapé. Écoutons les mises en garde du technicien sénégalais, l'entraîneur du Casa Sport Badara Sarr, qui répond aux questions de Cherti Diagne. C'est un match qui sera âprement disputé. Donc on a vu que le Bénin c'est un adversaire de taille. Le Bénin a éliminé la Guinée. La Guinée est une très bonne équipe qui doit rencontrer même le Sénégal en éliminatoire de CHAN. Pour dire que le Sénégal a battu la Guinée sur un score étriqué. Donc après le Bénin qui sort la Guinée, donc ça veut dire que c'est une très bonne équipe. Il y a même des internationaux dans cette équipe-là. Donc ce sera un match que je pense l'encadrement technique a préparé avec minutie, parce que je pense que les entraîneurs étaient ils ont suivi le match entre le Bénin et la Guinée. Ensuite, peut-être le sélectionneur Serigne Saliou, il pourra disposer maintenant peut-être de tout son groupe, parce que les joueurs de Génération Foot vont rallier la tanière. Donc il aura entre ses mains vraiment tout son effectif. Il va falloir par rapport au match de qualification qu'il va livrer, le match retour contre la Guinée, donc ce sera aussi un autre test. Il va falloir être très serein, être très déterminé et puis être surtout efficace. Parce que là, on a vu que lors du premier match, c'était contre la Guinée-Bissau. On a fait un très bon résultat. Parce que c'était une victoire de 3-1, mais malheureusement, on n'a pas contrôlé tout le match. À un moment donné, on sentait que la Guinée-Bissau peut-être pouvait à tout moment égaliser. À l'instant, Badara Sarr, Fama John, ce match Sénégal-Bénin que vous aurez l'occasion de suivre en direct sur la RFM aura une allure de revanche pour les Béninois, dont l'équipe nationale A avait été battue par celle du Sénégal en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui s'est jouée en Égypte. Nous parlons toujours au football, cette fois-ci de l'équipe nationale du Sénégal. Famara Diédhiou se prononce sur son retour. L'attaquant sénégalais qui se dit prêt à tout donner pour mériter cette confiance renouvelée par le coach Aliou Cissé. Famara Diédhiou, on le rappelle, n'a pas joué la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Ce retour pourrait être une revanche pour lui. Nous l'écoutons avec Alassane Seck, notre correspondant en Angleterre. Plaisir et fierté. C'est toujours un honneur de retrouver la sélection. Voilà, de retrouver la sélection. La dernière fois que j'ai été, c'était il y a 2 ans et demi. Donc là, je retrouve la sélection et vraiment, ça me tenait à cœur. Et que répondez-vous à ces supporters sénégalais qui ont longtemps crié votre appel en équipe nationale, surtout pendant la Coupe d'Afrique? Donc on dit que vous deviez être présent sur la liste des 23. Non, après, les supporters, c'est comme ça, mais je pense qu'on avait vraiment un groupe fort. On avait un groupe fort parce que voilà, on a réussi à aller jusqu'en finale quand même. Il est vrai qu'on l'a perdu, mais je pense qu'on a fait le maximum d'efforts. Et puis voilà. Oui, c'est vrai que le Brésil, c'est une grande nation. Après, voilà, je pense qu'on peut titiller toutes les grandes équipes parce que nous aussi, on a pas mal de grands joueurs. Donc voilà, c'est vraiment, ça fait plaisir de revenir dans cette sélection. On va essayer de continuer ce qu'on faisait d'habitude, histoire de faire plus. Voilà, je pense que notre équipe nationale, elle est ouverte à tout le monde. Voilà, donc on va juste essayer de donner le maximum de nous. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. On termine par la Ligue Europa, Ludogorets sur orbite. Les Bulgares sont en train de mener face aux Hongrois de Ferencváros, 3-0. À noter le doublé de cet attaquant bulgare de Ludogorets. Il s'agit de Foster qui est en train de rendre la vie difficile aux Hongrois. Dans cette deuxième journée de la Ligue Europa, à noter également
Le match Young Boys Bern Glasgow Rangers, à l'instant 1 but partout, 67e minute. Feyenoord est en train de créer la surprise face au FC Porto, 1-0. Saint-Étienne partage les points pour l'instant avec Wolfsburg. 1 but partout à la 66e minute. À noter également les matchs à venir tout à l'heure avec ce match très important pour les Sénégalais, très intéressant pour les Sénégalais, le match de Rennes. Rennes qui se déplace à 19h à Lazio Rome pour y affronter les Italiens. Rennes des deux internationaux sénégalais, le gardien de but Edouard Mendy et l'attaquant sénégalais Mbaye Niang qui est en forme ces derniers temps. À noter également à 19h le match Arsenal-Standard-Liège, entre autres rencontres. Merci beaucoup Abdou Diouf Junior pour cette page des sports. Accueillons Youssouf Bodian pour la rubrique Quartier Vert. Bonsoir et bienvenue. Les ordures, presque toutes les villes du Sénégal ont du mal à bien les gérer. C'est le cas à Ziguinchor où des citoyens tentent de trouver des solutions, nous dit Lamine Ba. La gestion des ordures ne doit plus être l'unique préoccupation des pouvoirs publics ou des collectivités territoriales, estiment des jeunes de la région de Ziguinchor regroupés autour d'une structure dénommée Leaders engagés pour le développement de Ziguinchor. Ils ont initié un panel auquel ont pris part services déconcentrés et ONG afin de réfléchir sur les actions citoyennes à entreprendre pour réussir une meilleure gestion des déchets. Elisabeth Ba-Prera est l'initiatrice du panel. Nous avons constaté que beaucoup de gens manquent de formation dans ce domaine. C'est pourquoi le panel est intitulé « Initiation à la gestion des ordures et le rôle des acteurs ». C'est de faire en sorte de limiter les ordures dans la ville et aller plus loin, d'inculquer aux citoyens une manière à leur niveau de gérer les ordures. La gestion des ordures est à plusieurs niveaux. Il y a les ordures ménagères. Après, quand on le sort, il faut le ramassage. Le ramassage, après, il faut un dépôt pour pouvoir le traiter, ce qui n'est pas évident parce que nous manquons d'espace, comme on le dit. L'initiative est salutaire et mérite accompagnement en ce sens qu'elle cible les femmes premières interpellées par la gestion des ordures de l'avis de Khadim Niass, chef du service régional de l'environnement de Ziguinchor. C'est des initiatives à saluer et à accompagner parce que là, ça intéresse les femmes et quand on parle de gestion des déchets ou de gestion des ordures, les premières à être interpellées, c'est les femmes. C'est eux qui nettoient, c'est eux qui sont en contact direct avec les ordures. Ça aura un impact sur la pré-collecte, sur le tri par rapport au recyclage. Les organisateurs du panel ont formulé l'intention de soumettre les conclusions de la rencontre à des partenaires au développement pour bénéficier d'un appui financier en vue de dérouler des activités de gestion durable des déchets. Lamine Ba, l'approche est saluée par l'unité de coordination et de gestion des déchets solides Pôle Sud. Cette initiative citoyenne devrait participer à la sensibilisation des populations, selon le coordinateur de l'UCG Zone Sud, Amadou Babafal. Ça vient compléter nos actions dans le cadre de la sensibilisation et de l'information. En fait, la gestion des déchets est une problématique à Ziguinchor. Malheureusement, la population n'est pas assez sensibilisée. La population ne connaît pas vraiment les bonnes techniques de gestion des déchets. Donc cette formation vraiment nous permet vraiment d'aller dans ce sens et maintenant de sensibiliser la population. C'est des initiatives qui peuvent vous aider? Tout à fait. Vous savez, nous, l'UCG, on appuie toutes les politiques de salubrité. Donc pareil événement ne fait que aller dans le même sens de nos actions. Donc cette activité vraiment nous permet de lancer des messages aussi, de former la population sur les bonnes pratiques de gestion des déchets. Une politique plus structurelle dans la gestion des déchets, c'est la proposition du président de la Commission nationale du dialogue des territoires, Benoît Sambou. Nous sommes dans une situation de gestion des déchets. Il faut passer à une seconde étape, à une étape qui nous permettrait de transformer ces déchets et créer les conditions d'amélioration de notre environnement, de création d'emplois, de production de matières premières et énergétiques et surtout avec un impact immense sur notre hygiène et sur le tourisme. Je crois qu'aujourd'hui, la question des ordures, même si c'est une tare, devrait aujourd'hui nous permettre de saisir cette tare comme opportunité et de saisir cette tare et la transformer en opportunité pour la gestion de notre environnement, pour la création d'emplois et la création de richesses. Il y a des pays qui l'ont réussi, il y a des expériences par ailleurs qui sont concluantes sur cette question. Il s'agit aujourd'hui de s'orienter vers des technologies ou en tout cas des solutions innovantes. Autant de solutions que nous avons, sur lesquelles nous avons réfléchi et que nous
espérons pouvoir voir initier dans notre pays. Des propos recueillis à Ziguinchor par Lamine Ba qui a réalisé entièrement ce numéro de Quartier Vert qui referme ses portes la semaine prochaine. Même heure, même quartier, même planète. Merci Youssouf Bodian. Babacar Mbengaraf, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes le président de l'association Saba, Synergie des actions pour l'assainissement de la banlieue. Nous parlons du plan Orsec 2 semaines après son lancement. Pouvez-vous faire un bilan? Oui, il faut d'abord se préciser du fait que le plan Orsec a été lancé. Même si aussi paradoxal que cela puisse paraître, on doit se désoler du fait que l'on soit aujourd'hui après le lancement à grande pompe du plan de compte des inondations, qu'on soit encore à parler de plan Orsec. Parce que ce plan, n'oubliez pas qu'il est à 70% du temps qui a été prévu. C'est un plan décennal, c'est-à-dire un plan économique sur 10 ans. Aujourd'hui, on a consommé les 7 années. Ce qui nous laisse penser également que nous avons déjà consommé l'essentiel, en tout cas une bonne partie du budget, pour des résultats qu'on ne peut qualifier que d'insuffisants. Pour arriver à votre question, le plan Orsec a été lancé il y a cela 2 semaines, mais même si nous reconnaissons également la détermination et l'engagement, et même la bravoure des soldats qui sont sur le terrain, à savoir les sapeurs-pompiers, il faut quand même avoir le courage et de reconnaître que les résultats sont insuffisants. Aller dans certains quartiers comme Kermassar, plus précisément à Aïnomadi, à Grand Médine, à Kerpate et Kamil Baf, aller à Kermbaïfal, aller à Mbao, aller à Guédiouaï même, où l'école, où des écoles n'ont pas pu démarrer aujourd'hui du fait des inondations. Je peux citer, à titre d'exemple, l'école 133, l'école 20 de Guédiouaï, l'école de Kermbaïfal et autres. Pour dire tout simplement que les résultats sont insuffisants. Alors, vous venez de le dire, les résultats sont insuffisants. Qu'est-ce que vous préconisez afin que la question des inondations soit définitivement réglée au Sénégal? Mais ce que nous préconisons, c'est d'abord l'audit du plan décennal. Parce que n'oublions pas que ce plan a englouti 700 milliards. Et ce plan a été lancé après que des avancées significatives aient été connues en matière de lutte contre les inondations. On avait besoin juste d'un petit effort pour que les inondations soient aujourd'hui rangées aux oubliettes. Donc, en premier lieu, il nous faut faire un audit de ce plan décennal. En second lieu également, comme nous sommes dans la phase d'urgence, gérer efficacement, peut-être renforcer le moyen d'intervention des sapeurs-pompiers, mais à l'avenir, éviter que des situations pareilles soient vécues en mettant en œuvre et en exécutant les opérations pré-hivernales. Aujourd'hui, si nous en sommes encore là, c'est parce que les opérations pré-hivernales n'ont pas été sérieusement prises en compte. Parce qu'il faut écrêter les bassins, il faut curer les caniveaux. Mais nous avons l'impression que tout cela n'a pas été fait. D'accord. Merci beaucoup, Babacar Mbengaraf. C'est à moi de vous remercier. Je rappelle que vous êtes président de l'association Saba, Synergie des actions pour l'assainissement de la banlieue. Nous avons fait le point sur le plan Orsec, 18h29. Je vous rappelle les titres.